Professeur Jean-Michel Lemieux, comme Madeleine vient de dire, est titulaire de la chaire mobile du CELAT cette année. Il a été invité grâce à l'initiative de Lucie Camorissette, qui est professeure en études urbaines à l'UQAM. Alors, Jean-Michel Lemieux est professeur à l'École nationale des chartes, dont il a été directeur de 2011 à 2016. Et depuis 1990 à l'École pratique des hautes études. C'est un historien connu pour ses travaux sur l'histoire du patrimoine et l'histoire de l'architecture. Ce sont les deux grands domaines de ses activités. Il est diplômé de l'École nationale des chartes, dont il sort archiviste paléographe en 1976. Pour une thèse intitulée « Recherche sur Jean-Baptiste Lassus, archéologue et architecte », donc un des grands architectes restaurateurs du 19e siècle. Il a aussi été inspecteur en chef des monuments historiques de 1977 à 1990, donc une carrière publique aussi en parallèle à sa carrière d'universitaire. Il a aussi été consultant pour l'UNESCO sur le patrimoine et expert au Conseil de l'Europe. Récemment, il a été le commissaire général de l'exposition Viollet-le-Duc à la Cité du patrimoine et de l'architecture à Paris en 2014. Avec la direction du catalogue d'exposition Viollet-le-Duc et Vision d'un architecte. Plus près de nous, une série de ses articles sont publiés dans Droit de cité pour le patrimoine des presses de l'Université du Québec en 2013. Il a écrit sur la basilique royale de Saint-Denis, de Napoléon à la République en 2012. Et un ouvrage qui était important pour moi dans mes propres recherches, des palais pour les livres, La Brousse, Sainte-Geneviève et les bibliothèques, qui date de 2000. Donc aujourd'hui, le professeur Lemieux va prononcer une conférence qui s'intitule « Le patrimoine, une histoire longue ». C'est bien votre titre d'aujourd'hui. Et comment le temps s'est alloué, donc je ferai un commentaire, j'animerai la discussion après, mais enfin, vous avez tout le temps que vous souhaitez, je pense qu'on peut dire. Alors, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais quand même m'asseoir là pour... Je voudrais tout d'abord prendre un peu de temps pour remercier Madeleine Pastinelli, le CELAT, de cette invitation ici, qui est due à l'initiative de Lucie Morisset. Je profite aussi pour la remercier spécialement pour m'avoir permis de publier aux presses qui vient d'être citées mon recueil d'articles Droit de cité pour le patrimoine. Ça m'a permis de rassembler un certain nombre de réflexions que j'avais faites au fil du temps et j'étais heureux que ça puisse être publié ici même. Je remercie également Marc Grillon de ses bonnes paroles. Et par anticipation du rôle qu'il va jouer dans l'animation du débat tout à l'heure. Le titre de ma communication s'intitule « Le patrimoine, une histoire longue », parce qu'en fait, bon, c'est mon idée polémique, si vous voulez, pour un peu animer une réflexion dont on croit qu'elle est un peu fixe une bonne fois pour toutes, compte tenu du fait qu'on s'imagine souvent que tout ayant été construit au XIXe siècle en même temps que l'époque des États-nations, quand bien même ces États-nations évolueraient dans leur propre conception, on pense que les choses sont à peu près déterminées une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, on a deux dogmes qui, à mon avis, sont susceptibles d'être remis en question de manière générale. Le premier, c'est que ce patrimoine remonte, même trois dogmes, remonte au début du XIXe siècle, essentiellement, avec la constitution de ces États-nations. Le deuxième dogme qui est que ce serait l'État qui jouerait un rôle déterminant. Bon, c'est un dogme très fort en France, puisque l'État-nation en France s'est construit
de façon très volontariste par le moyen de l'État qui a mobilisé toutes les énergies du passé et du présent, et j'allais dire même du futur, dans cet objectif. Et puis, le troisième dogme, c'est que le patrimoine est en équivalence avec ce que l'on a produit dans le domaine artistique, spécialement les beaux-arts plastiques et l'architecture et les monuments historiques. Et il faut bien reconnaître qu'effectivement, ce sont des secteurs particulièrement dynamiques dans le domaine patrimonial et qui ont un peu une tendance, surtout lorsqu'il s'agit après de mettre en cause des moyens collectifs, qui ont un peu tendance à prendre une place asphyxiante à l'égard des autres par rapport à ceux qui pourraient être réservés aux autres domaines. Alors, je commencerai par une toute petite citation d'un texte qui me paraît extrêmement déterminant. C'est l'article 2 de la Convention dite de Faro. Le Conseil de l'Europe, qui a joué un rôle important dans le domaine de la réflexion patrimoniale et dont cette Convention de Faro est un peu une sorte de chant du cygne, puisque le Conseil de l'Europe joue un rôle de moins en moins important depuis l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe avait l'habitude de réunir des experts qui, alors avec tous les côtés positifs, un peu négatifs, ridicules, des assemblées internationales d'experts où on parle, mais enfin finalement on sort énormément d'idées importantes. Et cette convention, la dernière convention, le chant du cygne du Conseil de l'Europe, qui date du 27 octobre 2005, et qui est dite Convention de Faro, parce qu'elle était signée à Faro au Portugal, émet en son article 2 des données très neuves. Je n'ai pas été moi-même expert pour la Convention de Faro, mais je me suis retrouvé expert après à Vilnius, lorsqu'il s'est agi d'expertiser les résultats de cette convention. D'ailleurs, on faisait observer à l'époque que la convention n'avait pas été encore signée par la France, qui avait des réticences à signer ce texte, et vous allez comprendre pourquoi. L'article 2 est le suivant. Le patrimoine c'est une définition du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé. Donc on ne dit pas de quel type de ressources il s'agit. C'est un héritage du passé que des personnes... Alors les personnes, ce ne sont pas des individus au sens du contrat social qui est des individus qui seraient complètement dominés par l'État, sans qu'il n'y ait rien entre l'individu et l'État. Vous connaissez la théorie de Jean-Jacques Rousseau qui a quand même contribué à modifier passablement le paysage européen. On parle de personnes, c'est-à-dire des personnes qui pensent. On est dans une réflexion de philosophie, je dirais même de théologie personnaliste. Hein. Des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, donc on en sort de quelque système que ce soit en termes politiques, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en constante évolution. Donc là aussi on balaye complètement une distinction qui fait florès aujourd'hui entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel. On voit bien qu'il y a une conjugaison totale entre les deux concepts. Moi-même, d'ailleurs, je pense que le patrimoine matériel est le substratum indispensable du patrimoine matériel. Il y a des patrimoines immatériels qui peuvent exister en soi, une chanson par exemple, mais nécessairement il faut du patrimoine immatériel en amont ou en deçà pour tout cela. Et je vous retiendrai aussi l'expression « en continuelle évolution », c'est-à-dire que, bien entendu, dans ce conflit toujours dialectique qu'on fait entre les progressistes et les conservateurs, eh bien, on fait observer que le patrimoine n'est pas un stock, c'est pas non plus un flux, c'est un stock en voie d'augmentation. Donc cette
cet article 2 de la Convention de Faro, qui a 12 ans, qui n'est pas très ancien, me paraît extrêmement riche parce que ça montre qu'on peut remettre en cause toute une série d'idées que l'on croyait préconçues. Par exemple, que l'action protectrice des pouvoirs publics ne doit pas se limiter aux beaux-arts, mais englobe l'anthropologie, l'ethnologie. Néanmoins, cette évolution est lente. J'observe par exemple que dans les années 1980, pour le cas que je connais, pour la France, on avait des représentants de l'ethnologie à peu près dans toutes les régions, et maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Au niveau régional, on ne s'intéresse plus au patrimoine ethnologique. Il existe encore une structure au niveau ministériel, mais pas davantage. Bon, de la réflexion, donc aussi, deuxième dogme qui s'abat à cause de cela, c'est qu'elle ne peut pas être limitée à une période courte qui serait postérieure au début du 19e siècle. J'avais essayé dans un ouvrage qui s'appelle « Les archipels du passé », le patrimoine et son histoire, les archipels du passé, j'ai essayé de produire une réflexion qui conduisait à intervenir au niveau du champ chronologique, et je voulais faire mobiliser les sciences sociales, l'anthropologie, l'ethnologie, de façon à interroger les textes et les vestiges anciens, dans l'idée que l'on puisse considérer le patrimoine autrement que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et je pense que j'étais parvenu à quelques résultats. Nous allons en parler. Deuxième question, c'était de savoir si le patrimoine résulte d'un long processus de transmission ou s'il résulte d'une convention. Vous connaissez tous le slogan des politiques construisons du patrimoine pour demain, comme si le patrimoine, il suffisait de le dire pour qu'il fasse l'objet d'un consensus social. Bon, ça ne va pas nécessairement aussi facilement. Mais ça permet de reprendre en question la thèse émise par Eric Hobsbawm et Terence Ranger, The Invention of Tradition, c'est un livre qui est paru en 1983, il n'est quand même pas tout jeune, mais il a été traduit en français seulement en 2006. Bon. On le connaissait, bien sûr, mais la traduction française date de 2006. Or, à mon avis, déjà 2006, on pouvait considérer ce livre comme caduc d'une certaine façon. Parce que les présupposés marxistes d'Hobsbawm rendent sa théorie déjà nécessairement un peu démodée. Enfin, les néo-marxistes ne s'expriment plus de la façon qu'avait employée Hobsbawm. Il dit sa thèse est la suivante. Les traditions sont largement inventées, alors qu'on les croit anciennes, et elles correspondent à une situation économique et sociale donnée, et elles instrumentalisent des éléments du passé à des fins idéologiques. Bon, tous les gestes, tous les faits et gestes, les rituels de la monarchie britannique ne sont pas antérieurs à Victoria. Bon. C'est une thèse forte, mais qui, comme toutes les thèses fortes, sont susceptibles d'être anéanties par des générations et des générations de termites historiennes qui nécessairement transforment en poussière la thèse en question. Et c'est relativement facile, effectivement, de le faire. Mais je vois tout de même, il y a eu deux applications de ce discours qui m'ont... il y en a une qui m'a vraiment intéressé, la seconde c'était la mienne. Bon. Donc la première, c'était celle de Robert Hewison. Hewison, que j'ai connu justement dans le cadre du Conseil de l'Europe, avait publié un livre en 1987, Heritage Industry, Britain in a Climate of Decline. Et Hewison, c'est d'abord un historien de l'art, un spécialiste de Ruskin. Il a été commissaire général d'une exposition à la Tate Gallery sur Ruskin, très très belle exposition.
Il dit ceci que le phénomène des musées en Grande-Bretagne est consécutif au déclin de ce pays sur le plan économique et au niveau mondial. Le musée devient une substitut de la perte de puissance. Autrement dit, le patrimoine se construit de façon volontaire au moment où l'on perd son passé. Bon, c'est une manière, de rénover un peu la théorie d'Hobsbawm, d'une certaine façon. D'ailleurs, Robert Wilson m'a toujours dit qu'il était britannique républicain, ce qui montre qu'il n'a quand même pas beaucoup. Il se situe dans un champ politique donné. Sa thèse m'a toujours paru fascinante parce que, partant de l'hypothèse qu'en France, les choses se reproduisaient ce qui se passait en Grande-Bretagne, mais 20 ans après, je me suis dit, 1987, 2007, vers 2007, il va y avoir un reflux en France du phénomène muséographique, et de fait, à la fois par la disparition des moyens, par le fait que les collectivités locales se sont intéressées à autre chose, et par le fait aussi que l'opinion publique s'est un peu assoupie dans ce domaine-là, j'ai pu observer qu'il y avait un reflux du phénomène muséographique. On construit beaucoup. On a arrêté de construire, d'inventer de nouveaux types de musées. Alors moi-même, un peu dans le cadre d'un discours de ce genre, dans l'Utopie française, un ouvrage qui était paru en 1991-92, j'avais essayé de comprendre comment fonctionnait la fabrication du patrimoine. Et venant de quitter la sphère très officielle du ministère de la Culture à l'époque, où justement on définissait le patrimoine, j'avais mis l'accent sur le fait que le patrimoine était fabriqué par ce que j'appelais des médiateurs, c'est-à-dire les experts. Les experts, alors qui sont les experts, c'est ce qu'on verra, et que ces experts, ces médiateurs appliquaient des critères, lesquels étaient définis de façon relativement conventionnelle, et au terme du processus de sélection, eh bien, on construisait un certain type de patrimoine. Alors, les experts, c'était les experts officiels, les historiens de l'art recrutés par la puissance publique, et qui émettait un certain nombre de critères de sélection. Par exemple, quand j'étais arrivé au ministère de la Culture, on m'avait dit, après 1830, ça n'intéresse personne. Bon. Et puis, tout ceci a été bousculé néanmoins très vite, puisqu'on est arrivé progressivement jusqu'à 1870. On avait entendu dire qu'un peu avant, André Malraux avait cherché à secouer les experts pour intégrer tout ce qui concernait le XXe siècle, mais il n'y était pas vraiment arrivé. Mais ce qui avait frappé les esprits, c'était une manifestation politique intervenue en 1980, qui avait été l'année du patrimoine. Et là, on avait vu arriver toutes sortes d'experts de type nouveau, ceux de la société civile, incontrôlés, disant ce qui nous intéresse, c'est notre passé à nous. C'est pas, bien sûr, les grands monuments, c'est intéressant, mais ce qui nous intéresse, c'est le petit moulin, c'est l'usine, c'est la machine à vapeur, c'est le four banal où on faisait cuire le pain, c'est l'architecture rurale, etc., etc. Donc, on voudrait aussi que ça rentre dans le dispositif. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Bon, je ne vais pas vous raconter la politique française sur 15 ans, ce n'est pas l'objet de la communication, mais c'est ce qu'on a fait. Mais 10 ans plus tard, il y a eu des manœuvres de rétorsion des experts officiels. Et là, on a vu arriver une dénonciation de l'inflation patrimoniale. Hein. On a dit aussi, le patrimoine, c'est quand même pas l'arche de Noé. C'est pas 2 éléphants, 2 girafes, 2 cigales et 2 fourmis. C'est quand même ce qui est important. C'est pas ce qui n'est pas important aussi. Bon.
Ce n'est pas une typologie systématique. Donc, la question de l'expert est extrêmement déterminante parce que l'expert, surtout s'il est lié à la puissance publique, a un rôle extrêmement fort dans la définition du patrimoine. Pourquoi? D'abord parce qu'il fait croire que son travail n'est plus un travail politique, c'est un travail scientifique. Quand un expert commence à dire que ce qu'il fait du scientifique, alors que en réalité tout vient d'injonctions politiques, il faut dresser l'oreille parce que c'est pas tout à fait certain. Bon. Mais néanmoins, l'expert produit un travail scientifique qui se veut indépendant de toute instrumentalisation politique, et il le devient quand effectivement le champ est devenu totalement neutre. Bon. Je prends un exemple basique qui me vient tout de suite à l'esprit. Au XIXe siècle, il était politique de protéger le Moyen-Âge. Au XXIe siècle, ça va de soi, donc ce n'est plus politique. Ce qui serait plutôt politique, c'est de savoir comment on protège l'habitat social ou l'habitat collectif. Alors, donc, c'est un travail scientifique qui fournit des méthodes opératives pour exclure ce qui n'est pas jugé intéressant. Et ceci concerne la diversité du champ patrimonial. Pour ce qui concerne les artefacts matériels, ce sont les archives, les musées, les bibliothèques et l'archéologie. Alors là, à chaque fois, des systèmes complémentaires, parallèles, parfois convergents, qui travaillent tous de la même façon, puisqu'ils inventent des critères et des méthodes de tri. Posséder la maîtrise des critères de tri, c'est exclure les autres types de médiateurs. Si vous dites comment il faut trier, ce qu'il faut trier et en vertu de quoi il faut trier, nécessairement, c'est vous qui avez le pouvoir absolu dans ce domaine-là. Les structures sociétales n'ont pas grand-chose à dire. Alors, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, en tout cas dans les pays dans lesquels la puissance publique s'est investie fortement dans le domaine de la conservation. Alors, sur cette question du tri, qui est une question importante, elle est un peu dérangeante, cette affaire-là, parce que nécessairement l'expert, nous sommes tous des experts ici, des experts officiels, j'entends, c'est nous qui manions les critères de tri, mais nous devons quand même faire notre autocritique à cet égard, car nous imaginons que ces critères reposent sur des données véritablement objectives. Que ces données objectives sont fonction des moyens qui sont personnels, en budget, que ce sont des données scientifiques, ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas, et des données d'ordre idéologique aussi. Qu'est-ce qu'on fait des mémoires plurielles? Alors, il y a des époques où on est contre les mémoires plurielles. Il y a des moments où on se dit, bon, il faudrait peut-être réintégrer les mémoires plurielles internes, mais on a quand même pourchassé les mémoires plurielles pendant tant de décennies que c'est difficile de faire une révolution copernicienne. Et puis, de toute façon, les bouleversements sociétaux, les phénomènes migratoires, déclenchent une réflexion nécessairement polyculturelle. Et ce polyculturel, dans une société donnée, débouche nécessairement sur la question des mémoires plurielles à prendre en compte. Et selon que l'État, la société et l'État se veulent plus ou moins unitaires, eh bien, ce problème est plus ou moins difficile à régler.
Alors, moi, sur quoi je veux insister à ce stade, c'est que la question des tris, tels que l'expert les met en œuvre, pose des problèmes de pouvoir sur la mémoire. C'est extrêmement grave. Ce ne sont pas simplement des questions épistémologiques. Ce sont des questions de philosophie politique et sociétale, car les systèmes d'expertise peuvent écarter de la mémoire des pans importants, en tout cas pendant longtemps. Donc on peut se conduire à certains pans d'amnésie. Ceci étant, est-ce qu'on peut remplacer par autre chose la mémoire officielle, la sélection officielle? Ça n'a rien d'évident. Moi, je me suis trouvé un jour, j'ai défendu l'idée selon laquelle le critère fondamental du patrimoine, c'était la conception que s'en faisait la société. Et que s'il n'y avait pas de la part de la société un projet plus ou moins exprimé, peut-être pas exprimé du tout, en faveur de la conservation patrimoniale, eh bien, il fallait ne peut-être pas insister. Et je me souviens d'avoir, dans une grande manifestation, d'un collègue universitaire ethnologue m'avoir traité vertement de populiste. Bon, c'est-à-dire, c'est l'argument classique. Hein. Suggérer que la population s'exprime, eh bien, c'est être populiste. Voilà. C'est une question difficile parce que, ou bien on a le point de vue sociétal quand il existe, bon, il n'existe pas nécessairement, ou bien on a le point de vue typologique de la sélection scientifique. Je laisse cette question en suspens parce que je n'ai pas nécessairement de réponse à ce stade. Hein. Mais ce sont des problèmes fondamentaux. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour ce qui concerne ce qui pourrait être le substratum patrimonial? Ma première hypothèse, c'est que le patrimoine ce sont des choses qui servent à signifier la légitimité de la transmission sur le long terme. Donc nécessairement, celui qui détient une éventuelle parcelle de pouvoir sur la société doit maîtriser ce qui exprime, ce qui rend visible cette légitimité de la transmission. Alors qu'est-ce que ça peut être? Et là, je crois que, moi je suis historien de l'art, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas ethnologue, mais enfin, nous avons tous des collègues qui sont les uns et les autres, on peut les interroger, et je pense qu'on peut arriver à un certain nombre de conclusions qui sont généralement fournies d'ailleurs par les archéologues. Moi, il me semble que ce qui légitime la transmission, c'est en premier ce qui a trait au culte des morts. Je crois qu'il faut qu'on distingue deux types de sociétés. Il y a les sociétés naturelles, qui sont les sociétés dont la transmission se fait par le sang, et puis il y a des sociétés artificielles, comme les religions, et en particulier le christianisme, où la transmission se fait par l'esprit, où il n'y a plus de relation de sang ni de générationnel à proprement parler. Alors, il faut avoir ça, ces deux types de sociétés, mais les unes et les autres ont le même besoin en termes de transmission. Et je pense que la question des cendres funéraires, des os, des nécropoles,
pour le premier type de société, des reliques pour l'autre type de société, sont extrêmement nécessaires. Il n'y a pas de pouvoir qui se construit qui ne fasse pas référence à un système organisé de nécropoles et de tombes. On a pu voir ça dès les sociétés les plus anciennes de la Mésopotamie, à Mari, où on a pensé que les archéologues pensent encore, enfin c'est un peu discuté, mais que la salle du trône est construite sur la nécropole. Bon, vous avez un exemple, moi, qui me paraît extraordinairement marquant, c'est la politique de Saint-Louis à Saint-Denis, voulant montrer qu'il y a une légitimité, au-delà de toute l'artificialité aléatoire, il y a une légitimité qui conduit de Clovis à lui-même. Des Mérovingiens aux Carolingiens, aux Capétiens, il y a une transmission normale, une transmission biologique et politique à partir de la fin de l'Empire romain. Alors que fait Saint-Louis? Dans Saint-Denis, il organise tout un plan funéraire, il met toutes les tombes, même pour ceux pour lesquels il n'a pas de cendres, mais depuis Dagobert, fondateur de Saint-Louis, fondateur de Saint-Denis, jusqu'au premier Capétien, il organise un programme qui montre qu'il y a une continuité. Une continuité qui peut s'exprimer d'ailleurs aussi d'une autre façon que par la nécropole, qui est l'arbre généalogique, qui est une façon exprimée. L'arbre généalogique apparaît plus tard, vers le XIVe siècle, je crois. Donc la nécropole et tous les grands pouvoirs se sont constitués autour de nécropoles qui ont d'abord été conçus de façon un peu hasardeuse et qui ensuite ont été de façon très volontairement construites. On passe de l'aléatoire au volontaire, c'est-à-dire la thèse d'Hobsbawm, de toute façon, elle est toujours un peu là, à partir d'un certain moment, mais elle ne repose pas sur rien. Et alors, sur cette question du culte, sur la transmission par les cendres, j'avais trouvé un texte qui m'avait fasciné, enfin un texte qui concerne ici le Canada. C'est le voyage en Amérique de Chateaubriand, et il se déclare fasciné par le rapport que nourrissent les Indiens avec les os. Il considère que c'est une partie d'eux-mêmes, dit Chateaubriand. Les traités de paix et d'alliance sont signés sur les os de leur père. Bon. Il revient un peu plus tard sur cette question. Non, ça c'est dans Atala qu'il dit ça. Il revient sur cette question un peu plus tard dans le Voyage en Amérique, qui est publié bien après son séjour. Et il revient sur cette expression les os de leur père, les os de nos pères. Et j'ai noté aussi qu'on trouve cette expression dans un publié par le Moniteur de Floréal en Neuf, donc on est au tout début du XIXe siècle, voyage dans la Haute-Pennsylvanie par un certain Crèvecoeur. Et Crèvecoeur reprend cette expression, les os de leur père, et là, comme métonymie du territoire. Il y a une analogie entre les os et le territoire. Et dans le texte du Voyage en Amérique, Chateaubriand ajoute une réflexion complémentaire qui peut être greffée sur la réflexion que nous pouvons avoir sur la relation entre patrimoine ethno-anthropologique d'une part et patrimoine beaux-arts d'autre part, qui est le suivant. Les peuples civilisés ont pour conserver les souvenirs de leur patrie, les monuments des lettres et des arts. Ils ont des cités, des palais, des tours, des colonnes, des obélisques.
Ils ont la trace de la charrue dans les champs, par eux cultivés. Leurs noms sont gravés sur l'airain et le marbre. Leurs actions conservées dans leurs chroniques. Donc ça, c'est vraiment le patrimoine tel que nous l'entendons, nous. Enlevez à des sauvages les os de leur père. Vous leur enlevez leur histoire, leur loi et jusqu'à leur Dieu. Vous ravissez à ces hommes dans la postérité la preuve de leur existence ou celle de leur néant. Bon, moi, il me semble que Chateaubriand a une intuition profonde, là, qui est qu'il désigne du doigt ce qui est le substratum patrimonial. Ce sont les os. Et on sait aujourd'hui, les préhistoriens ont mis en évidence des sortes de nécropoles dans lesquelles on trouve des quantités d'osselons qui sont rangés les uns à côté des autres, et qui montrent que c'est un souci qui est extrêmement ancien. Donc les os, la généalogie, les listes, tout ça forme ce que, bon, dans l'Antiquité, on appelle les pénates. Bon, il y a les pénates familiales, les pénates familiaux, pardon, c'est du masculin, les pénates familiaux, et puis les pénates de la patrie, les pénates troyens. Lorsque Énée quitte Troie, il emmène avec lui son fils, il emmène avec lui son père porte les pénates troyens, sa femme, Créouse, disparaît dans les flots. Bon, c'est pas très grave. Finalement, les trois générations, plus les pénates, construisent l'histoire et construisent l'avenir. C'est l'image antique. Bon, et je pense qu'elle a beaucoup marqué les esprits. Je pense aussi que lorsque Chateaubriand et puis Crèvecoeur parlent des os de nos pères, ils ont en tête bien d'autres choses. Ils ont en tête ce qui s'est passé pendant la Révolution en 1794, lorsqu'il y a eu un grand déballage d'os. On a ouvert toutes les tombes royales et on a enlevé tous les os, ou ce qui pouvait rester. On a tout mis dans une fosse commune, recouverte de chaux, et on a voulu faire disparaître la race impie des rois, des tyrans. Voilà. Ça renvoyait aussi à une image biblique que nécessairement les gens avaient en tête, qui est cette image qui est dans un des passages relatif à l'exil des Juifs à Babylone. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Nabuchodonosor déporte une partie de la population des Hébreux à Babylone. Et le prophète Baruch, qui est le secrétaire de Jérémie, fait parler Yahvé et lui dit, et Yahvé dit, il faut collaborer, enfin grosso modo c'est un peu ça, il faut collaborer avec Courbet le chef, devant Nabuchodonosor, sinon les soldats chaldéens vont retourner à Jérusalem et ils vont ils vont violer les tombes de vos rois et en répandre les os. Bon. Cette image, c'est ce qu'ont vécu les gens, Chateaubriand en particulier, au moment de la Révolution. Donc je pense qu'ils ont conscience du fait que la dispersion des os, ça constitue un élément fondateur dans la construction du patrimoine. Donc les os me paraissent un élément essentiel. Je fais allusion tout à l'heure au fait que on peut faire une analogie entre les os et le territoire. Le territoire, c'est le deuxième élément constructeur dans le patrimoine. Un certain espace donné qui évolue, qui possède son noyau, qui se construit, qui se symbolise de différentes façons, par des figures plus ou moins géométriques ou des figures végétales.
En 1981, le Parlement en France avait défini le territoire comme le patrimoine commun de la nation. Disant ceci, il s'agissait de construire une politique de l'urbanisme. Le raisonnement est intéressant. On veut un urbanisme de qualité, on veut éviter d'abîmer des paysages, on veut éviter de faire de la mauvaise architecture. Eh bien, pour justifier la police de l'architecture, la police de l'environnement et la police de l'urbanisme, il faut admettre un principe fondateur, c'est que le territoire, c'est le patrimoine commun. Bon. Après, ça pose des problèmes, parce que quand on confie l'urbanisme à une collectivité de taille réduite, disposant de responsabilités territoriales réduites, et si on considère que la politique de l'urbanisme, c'est la juxtaposition de ces différentes collectivités aux responsabilités réduites, il est difficile d'affirmer in fine que le territoire reste un patrimoine commun, puisque finalement, il risque de n'être que la juxtaposition de patrimoine de patrimoine particulier. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, et dans le domaine du patrimoine, il en va de même. Je pense qu'un troisième élément fondateur aussi dans la construction du patrimoine, c'est tout ce qui a trait à la langue. Il me semble que lorsqu'un groupe social, un groupe culturel, disons au sens large, commence à avoir une conscience de lui-même, il produit une réflexion sur sa propre langue. Il organise sa propre langue. Alors, ça part d'abord de la construction de grammaire. Les Allemands, par exemple, à partir du XVIe siècle, ont inventé une grammaire allemande, d'ailleurs assez fondée sur la grammaire latine, ce qui fait que la phrase allemande est assez proche de la grammaire latine, alors que la phrase orale n'est pas tout à fait la même. Ensuite, ils ont fondé des traductions. La Bible de Luther est considérée comme le texte fondateur de la langue allemande. C'est la première fois qu'on aurait un texte de dimension littéraire. On a fabriqué ensuite des dictionnaires, et des dictionnaires à la fois pour donner les définitions des termes, mais aussi pour donner des traductions. Par exemple, en hongrois, les premiers dictionnaires apparaissent dans le courant du XVIIIe siècle, et on comprend bien pourquoi. C'est dans le contexte de la germanisation de ces États, Marie-Thérèse met en péril par le développement de l'instruction publique, d'ailleurs, dans les empires, en Autriche, met en péril le hongrois. Bon, et la revendication du XIXe siècle, ça va être de mettre le hongrois comme langue officielle. Et on voit dès la fin du XVIIIe se constituer des recueils de grammaire, et en particulier du dictionnaire de hongrois. Chez les Russes, c'est exactement la même chose, dans un contexte où la fin du XVIIIe, où le russe est menacé par la langue française et aussi dans le domaine militaire par la langue allemande, puisque ce sont les deux langues qui envahissent la Russie. Les Russes se construisent leur propre langage. Il n'y a pas de conscience collective sans un effort important de fabrication de sa propre langue. Et je crois que c'est le troisième élément déterminant. Après les morts, le territoire, la langue constitue un élément déterminant dans la compréhension du patrimoine. La relation entre État et langue aussi est très significative à cet égard. À partir du moment où un État commence à s'occuper lui-même de la police de la langue, ça signifie qu'il se donne un rôle déterminant dans la constitution de la conscience patrimoniale collective
du groupe sur lequel il exerce une autorité. Donc, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, mettre en évidence la question de la généalogie, mettre en évidence aussi ce qui se passe au niveau non seulement des grands groupes comme les groupes nationaux, mais des groupes familiaux, la fabrication par exemple du nom, l'apparition des noms de famille. Quand apparaissent les noms de famille? Les noms de famille, jusqu'au XIIe siècle, les gens sont essentiellement connus par leur prénom. Éventuellement par le prénom de leur père. Je suis un tel, fils d'un tel. Puis, dans les milieux aristocratiques, on voit qu'il y a quand même qui sont des signes avant-coureurs de ce qui va se produire par la suite. Le nom de famille se développe et en relation très souvent avec un bien sur lequel la famille exerce une autorité. Le blason qui apparaît, qui est au départ un signe d'identification sur le champ de bataille, va devenir une marque familiale. Le château aussi, le système de l'estate britannique aujourd'hui encore est extrêmement significatif à cet égard, hein, puisque finalement dans les familles aristocratiques anglaises s'exerce le droit d'aînesse de manière absolue, c'est vraisemblable sur le continent, c'est l'aîné qui hérite de l'estate, et on reviendra sur cette question, à charge pour lui tout de même de le laisser approximativement comme tel. Donc ça se justifie par le fait que le bien, le territoire, le nom, les armoiries constituent un patrimoine collectif. Bon, et ce phénomène dont le groupe de la noblesse au Moyen-Âge a donné les signes avant-coureurs, s'est développé progressivement dans l'ensemble des différentes catégories sociales. Il n'y a plus aucune catégorie sociale aujourd'hui qui ne dispose pas de nom. Je rappelle, ça, à contrario, ça m'avait frappé quand j'avais pris conscience de ça. En droit romain, l'esclave n'a pas de nom. Il a le nom de son maître. D'ailleurs, l'esclave n'a pas de personnalité. Il n'existe pas. C'est pas une chose, mais comme c'est pas un homme libre, il ne peut pas se marier, il ne peut pas hériter, il ne peut pas transmettre, il ne peut pas posséder. En droit romain, il n'a aucun de ces droits-là, il n'a pas de nom. Pour qu'il puisse accéder à une dimension nouvelle, il faut qu'il soit affranchi. Je m'étais rendu compte de cela en réfléchissant sur les discours des révolutionnaires de 93. Il y en a un qui dit qu'il faut que les chefs-d'œuvre de l'humanité, pour justifier le transport des œuvres d'Italie, pour justifier le butin italien, opéré d'ailleurs au nom d'une loi antique, au nom de la loi des spolia. Bon, les vainqueurs ont tous les droits, donc ils remportent les dépouilles. Les armées révolutionnaires sont vainqueurs, elles pillent l'Italie, elles apportent tout au Louvre, et pour justifier la chose, il y en a un qui dit les chefs-d'œuvre de l'humanité ne doivent plus habiter le pays des esclaves, mais se rendre chez les amis de la liberté. Et ce n'est pas une figure de style. C'est que ceux qui ne connaissent pas la liberté ne sont pas libres. Ça, c'est tautologique. S'ils ne sont pas libres, c'est que ce sont des esclaves. S'ils sont des esclaves, ils ne peuvent pas posséder. Donc, il est légitime d'emporter les biens des esclaves et de les mettre chez soi. Quand on comprend le raisonnement comme cela, c'est absolument stupéfiant, au nom des lois de la Révolution française. Voilà. Bon. Donc, tout ceci pour revenir sur la question du nom qui est maintenant un phénomène
générale, mais on peut penser que jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait encore des gens dans les sociétés rurales qui n'avaient pas véritablement de nom, qui avaient simplement le prénom éventuellement le prénom de leur père. Bon, ce qui est déjà un début, ça montre que la filiation constitue un facteur patrimonial. Donc on pourrait certainement aller plus loin. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la question de l'acceptation de l'héritage. Bon, ce n'est pas le tout d'imaginer qu'il y ait un héritage. On a dit tout à l'heure qu'il était difficile de construire de façon volontariste un héritage. Il faut aussi qu'il y ait un phénomène d'acceptation, au moins dans certaines circonstances, parce que cette acceptation ne va pas nécessairement de soi. Il y a des cas qu'on connaît. Au début de l'ère chrétienne, l'héritage antique n'est pas accepté de façon automatique, tant s'en faut. Bon, on construit tout un discours pour justifier la conservation de l'héritage antique, et d'ailleurs on commence à inventer des procédures de conservation et de justification qui anticipent sur celles que l'on connaît aujourd'hui. Prenons la statue, l'une des 7 merveilles du monde, la statue de Zeus à Olympie. Bon, c'est une idole pour les chrétiens, même si Jupiter n'existe pas en tant que Dieu, comme il y a encore des gens qui croient aux idoles, ça pose problème. Qu'est-ce qu'on fait en même temps, c'est une des 7 merveilles du monde. Alors, on déplace la statue, on la sort du temple, et là, on opère une désignification, puisqu'on la sort du temple. Ce n'est plus une idole, ça devient une sculpture. Et on la transporte dans un palais à Constantinople. Elle devient un objet destiné à être vu, à apprécier. C'est déjà ce qu'avait fait Titus après avoir détruit le dernier temple de Jérusalem, et il avait emporté le trésor du temple, et en particulier les monuments du culte sadducéen dans le temple, le chandelier et l'arche, et il avait fait installer cela dans un temple que son père Vespasien avait construit, le temple de la paix, dans lequel on mettait le butin prélevé sur les religions des pays vaincus. Et donc on a une sorte d'anticipation du musée des religions, si vous voulez. Le musée, espace de désignification, offre la possibilité d'accepter l'héritage. Bon, il y a eu un autre moment aussi de rupture par rapport à l'héritage, c'est l'islam et le développement de l'islam. Le troisième, ça a été la Révolution française, évidemment. Et puis, mais il y en a d'autres. Il y a tout ce qui sont plus discrètes. Par exemple, tout ce qui a trait aux mutations démographiques. L'exode rural conduit à abandonner son propre héritage, souvent pour rentrer dans un autre dispositif patrimonial auquel on n'adhère pas nécessairement spontanément. Quand Le Corbusier dit « moi, je ne veux pas construire de cité-jardin parce que c'est réactionnaire », ou bien on est rural, ou bien on est citadin. Si on est citadin, on a coupé les ponts avec la ruralité. Donc, je ne veux pas de ce dispositif. On a chacun sa petite maison et son petit jardin où on reproduit des habitudes rurales. Je veux construire des cités radieuses et des unités d'habitation. Alors moi, on va transformer les ruraux en urbains. Bon, ça veut dire qu'il veut créer une rupture patrimoniale claire et nette entre deux modes de vie. Il peut y avoir aussi un autre type de mutation démographique, c'est l'augmentation du nombre de jeunes subis. Bon. 68 correspond à l'augmentation, à l'arrivée dans une société donnée de jeunes de 20 ans qui sont le résultat des efforts entrepris par leurs parents au lendemain de la guerre pour
pour développer la population. Le boom démographique d'après-guerre, engendre des phénomènes autour de 68, et les phénomènes de 68 sont des phénomènes qui se caractérisent par la rupture. Et cette rupture, d'ailleurs, cette rupture culturelle et patrimoniale est une rupture complexe. Parce que ce n'est pas le refus systématique de l'existence, c'est aussi la volonté de privilégier des choses que les parents avaient oubliées. Bon, Michel de Certeau, par exemple, a fait des analyses, pour ce qui concerne le cas de la France, extrêmement lumineuses sur le goût des 68 arts en France pour tout ce qui était rural. La néo-ruralité, le phénomène du 68 art qui, après 68, va s'installer dans les Cévennes ou dans le sud de la France pour élever des chèvres, faire des fromages de chèvre et fabriquer de la céramique. C'est un phénomène qui est suffisamment général et qui a été suffisamment durable pour qu'on puisse le traiter avec une attention sérieuse. C'est l'expression d'une rupture patrimoniale, mais en même temps d'un retour en arrière. D'une reprise, pas d'un retour en arrière, d'une reprise en main. C'est une forme de néo, si vous voulez. Alors, donc, tous ces phénomènes posent des questions concernant, sont les générateurs de refus ou de néo-acceptation de l'héritage, et on peut tenter de dresser une liste des différents types d'aptitudes entre le refus et l'incorporation. Les arguments concernent la qualité technique et formelle de l'artefact ou du bien immatériel que l'on veut sauver. Bon. C'est important pour l'histoire de l'humanité, c'est un chef-d'œuvre, donc on va le conserver, même si c'est contraire à ce qu'on pense. Il y a aussi le raisonnement construit sur l'attestation du progrès. Ça, c'est un discours qui est moins daté qu'on ne le croit, qu'on entend encore aujourd'hui. Il faut conserver telle chose parce que ça permet de comprendre d'où l'on vient. Sous-entendu, ça veut dire le progrès que l'on a fait depuis. Il y a aussi l'argument de l'éducation, l'utilité par l'éducation. On va conserver telle chose parce que c'est utile. Tout le système éducatif français repose aujourd'hui sur ça. La qualité formelle n'est pas tellement prise en compte. Le plaisir de la chose, suscité par la chose, n'est pas jugé déterminant. Par contre, si c'est utile à l'éducation, il faut considérer la chose avec sérieux. Et puis les moyens pour permettre de passer, pour éviter la destruction, les moyens, c'est essentiellement le processus de désignification, et on a des instruments classiques de désignification, le musée, la réutilisation pour un monument ancien. La réutilisation est un comportement de désignification. Le troisième point que je voudrais aborder, puisque ça fait 1 heure que je parle, ce sera mon dernier point, c'est qu'il m'apparaît qu'au cœur même du patrimoine, à partir du moment où on peut considérer qu'il y a des données fondamentales dans la besace patrimoniale, ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où l'on a vu qu'il y avait des attitudes de conservation ou de rejet ou de réinterprétation, il y a un troisième point qui me paraît essentiel à souligner, c'est la question de l'inaliénabilité. Je crois que l'inaliénabilité devrait faire partie de la définition même du patrimoine. Si on entend le patrimoine
comme ce qui garantit la légitimité de la transmission d'une génération à l'autre sur une longue période, alors si l'on admet que le bien en question est aliénable, eh bien il n'y a plus de transmission légitimée. Donc le bien, il doit être conservé. Alors il y a des biens qui sont hors marché. Bon, on ne fait pas commerce des os. On ne fait pas commerce de la langue. Très tôt, on a dit que le territoire ne devait pas être aliéné. Sinon, c'est la marque même de la trahison du souverain, de vendre son territoire. Puis, il y a un deuxième ensemble de biens que le droit a caractérisé très vite comme hors commerce. C'était les biens des temples dans l'Antiquité. Les temples, c'était des sortes de musées. Les objets cultuels conservés dans les temples étaient présentés au public. Ils étaient non seulement des objets de dévotion, mais aussi des objets que l'on pouvait apprécier. Et ce droit du bien des temples dans l'Antiquité a été repris par le droit canonique au fil du temps, avec des variantes, puisqu'on s'est autorisé de temps à autre à pouvoir vendre pour tel ou tel type de bien. Mais aujourd'hui encore, ça crée des problèmes quand ça se fait. Je pensais à je ne sais plus trop quel chapitre de cathédrale anglaise qui avait entrepris de vendre un manuscrit médiéval pour restaurer sa cathédrale. Alors, ça avait été fait, ça avait été entouré de toute une série de précautions juridiques, vous imaginez, mais ça avait suscité, évidemment, des interrogations multiples, et puis finalement, ça s'était pas fait. Non. En Espagne, j'avais été plus ou moins mis dans le coup d'une affaire où un évêché important avait entrepris de vendre un Goya. Bon, bah, pareil. Donc même si on peut imaginer que les biens des temples sont cessibles, il arrive un moment où ça pose quand même de très très nettes difficultés. J'avais étudié le trésor de la Sainte-Chapelle lorsque Henri III, on est à la fin du XVIe siècle, ayant des besoins d'argent, il avait toujours besoin d'argent, va au trésor de la Sainte-Chapelle pour s'emparer de quelques pierres précieuses. C'était fait parce que c'était le roi, mais ça avait suscité des scandales. C'était pas de nature à améliorer l'image de marque qu'il laissait. Donc les biens des temples sont en principe inaliénables. Le patrimoine, c'est un bien commun, non seulement pour une génération dans un moment donné, mais un bien commun intergénérationnel. Et je terminerai sur une invention qui a été faite dès le VIe siècle pour faciliter cette inaliénabilité de certains types de patrimoine, parce que cette invention a connu après des développements considérables. C'est ce qu'en droit romain on appelait le fideicomis. C'est une invention ça remonte au code justinien, c'est-à-dire à Byzance au VIe siècle. C'est la possibilité de transmettre à un héritier de son choix des biens sans qu'il y ait de taxes de transmission successorale, d'ailleurs, à partir du moment où l'héritier en question prend l'engagement de ne pas céder ce qu'il a reçu, puis de le transmettre de la même manière qu'il l'a reçu. Alors, au départ, ce système juridique concernait toutes sortes de biens, et puis à partir de la Renaissance, à Rome, il s'est focalisé sur les collections. Et dans les milieux de la Rome pontificale, où
il y avait de nombreux mécènes célibataires et sans enfants légitimes, je parle notamment des milieux des cardinaux, eh bien les fidéicommis se sont considérablement développés. Et ça a duré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, quand les armées françaises sont arrivées à Rome, ils ont supprimé les fidéicommis parce qu'ils trouvaient que c'était quelque chose d'abominable, une atteinte à la liberté, l'idée de propriété collective alors qu'il n'y avait que des propriétés individuelles ou celles de l'État, et puis un manque à gagner pour la puissance publique puisqu'il n'y a plus de droit de succession. Bon, on supprime les fidéicommis, et puis lorsque Pie VII revient dans ses États, il prend une décision qui est, je trouve, extrêmement significative. Il dit, bon, ben, Rome a été extrêmement affaiblie par ce passage de Napoléon. On va essayer de reconstruire Rome à partir de sa dimension culturelle. Et pour ça, on va reconstituer des collections. Et comme on a perdu beaucoup d'antiques, il va susciter le développement de collections d'art contemporain. Donc il va charger Canova d'organiser cette politique culturelle. Et comme il a entendu aussi, y compris que les critiques que l'on pouvait former à l'encontre des fidéicommis, il va charger Canova d'animer une commission chargée de vérifier le bien fondé des fidéicommis. Est-ce que ça concerne des objets d'art? Est-ce que ce n'est pas un moyen de détournement de fiscalité, etc., etc. Et finalement, les fidéicommis repartent à Rome jusqu'en 1870. Alors, en 1870, la monarchie piémontarde fait l'unité italienne. Elle est animée par des projets politiques qui sont largement inspirés de la France, et en particulier supprime les fidéicommis, sauf 4. Qu'elle incorpore à des collections publiques. Et l'un des 4, c'est la collection Borghese. Si vous allez à Rome et voir la collection Borghese, eh bien, vous devez vous dire que ce n'est pas le résultat du hasard ou du doigt de la providence, comme le disent les libéraux, c'est le résidu, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'avatars, c'est le résidu du fidéicommis Borghese depuis le premier cardinal Borghese qui avait constitué cette collection. Et s'il n'y avait pas eu ce fidéicommis-là, il n'y aurait pas eu de transmission. Et finalement, la véritable légitimité du patrimoine, ce qui en donne, à mon avis, le fond de la définition, c'est son inaliénabilité. Si on considère qu'un patrimoine est aliénable, ben ce n'est plus vraiment du patrimoine, c'est autre chose. C'est autre chose, puisque le patrimoine, c'est ce qui garantit la légitimité de la succession dans une société donnée, qu'elle soit fondée sur le sang ou sur la transmission d'un discours, la transmission par l'esprit. Je vous remercie. Comment résumer? Je vais tenter un petit résumé, souligner quelques idées très brièvement, puis ensuite je parlerai de vos réactions, que ce soit ma manière de résumer, de comprendre la conférence que nous venons d'entendre, ou plus exactement si vous avez des questions posées à Jean-Michel Legnaud. Alors, par où commencer? Peut-être par le commencement pour moi, quand on présente les questions de patrimoine dans nos cours encore aujourd'hui, ou comme on le faisait quand moi j'ai commencé à suivre des cours sur ces notions. On distingue un peu à la manière d'un dictionnaire qui recense les différentes acceptions d'un terme, les différents sens du mot patrimoine. Et puis, il y a le patrimoine dans le sens de l'héritage familial,
qui est un sens bien particulier. Puis ici, c'est un cours sur le patrimoine, donc on ne parle pas de ça, on parle du patrimoine comme bien culturel, qui est une autre catégorie, une autre acception complète du mot patrimoine. Mais enfin, je pense que la proposition, parce que c'est la proposition de réflexion que nous avons aujourd'hui, fait voir un peu les choses autrement, avec le regard sur la longue durée. Puis la longue durée est toujours une méthode qui fait apparaître les choses autrement sous une nouvelle lumière. Et puis, dans la longue durée, finalement, les différences entre ces deux acceptions A et B des dictionnaires en notion de patrimoine ont peut-être tendance à s'estomper un petit peu et à mettre en évidence, donc c'est l'angle qui permet de mettre en évidence cette notion de transmission, donc, qui est, je pense, au cœur de l'exposé de Jean-Michel Legnaud. Donc la transmission, c'est peut-être un des premiers termes de réflexion, la transmission de biens patrimoniaux, de patrimoine dans une notion qui peut s'appliquer à toutes sortes d'objets. Ça, on le sait aujourd'hui, mais une fois qu'on a accepté cette idée que la notion de patrimoine peut s'appliquer finalement à peu près tout objet matériel et immatériel aussi, la question de la transmission et de l'étanchéité de ces deux vieilles notions devient, je pense, une façon intéressante de réfléchir sur l'idée de patrimoine aujourd'hui. Donc, au cœur de la transmission, il y a ces différents aspects que Jean-Michel Legnaud a soulignés. D'abord, d'un point de vue de définition, quasiment, je cite, il a dit, sa première hypothèse, en fait, la transmission, enfin, le patrimoine est basé sur les choses qui servent à signifier la légitimité de la transmission sur le long terme. Donc l'idée de la légitimité de cette transmission, qui est un thème fondamental de compréhension de la notion profonde, je dirais, de patrimoine. Bon, je ne reviendrai pas sur tous les cas ou les exemples qu'il a déclinés. Le deuxième point, qui est le pendant du premier, c'est l'acceptation de cet héritage. Donc, le concept d'héritage lié au patrimoine revient ici de manière très pertinente. Et cette question de l'acceptation de l'héritage devient problématique dans ces moments de rupture. C'est là où on sent véritablement les enjeux de l'acceptation et donc de bien mettre en relation la transmission et l'acceptation comme les deux pendants essentiels de cette notion. Et comme le dirait un certain nombre de chercheurs que j'aime bien, les choses ne viennent pas par deux, mais elles viennent par trois. Donc, transmission, acceptation et la question du caractère inaliénable des objets comme le troisième pilier de cette définition du patrimoine. Donc, trois idées centrales qui permettent de réfléchir sur la notion de patrimoine aujourd'hui, mais à la lumière de la longue durée et du point de vue méthodologique, la question de la longue durée fait apparaître très bien ces dimensions fondamentales du patrimoine.